Le samedi 5 septembre, c'est la fête de la Confédération paysanne. Avec un bal paysan, HK viendra sur place à la ferme du Duella à Saint-Martial-d'Artancé. Et c'est l'association 1000 pour 1 Périgord qui accueille et accompagne des familles migrantes, qui est l'association partenaire cette année. Voici la présentation de cette fête par Rachel Ouayoun, l'animatrice de la Confédération paysanne Dordogne. Eh bien, le public pourra accéder à la fête à partir de 14h et se déroulera jusqu'à 21h. Et donc tout au long de l'après-midi, il y aura donc un marché paysan, donc des paysans du réseau de la Confédération paysanne. Donc il y aura aussi les paysannes de la ferme du Duella. Ça c'est eux qui accueillent, donc ils auront un stand pour présenter et vendre leur production et une dizaine en tout de stands de producteurs-productrices du réseau de la Confédération paysanne. Il y aura également ce qu'on appelle un village associatif, donc ce sont des stands des associations de notre réseau et d'associations militantes, donc environ une dizaine de stands, dont le stand de la Confédération paysanne et de 100 pour 1 Périgord, des amis de la Confédération paysanne, Terre de Liens, Agrobio Périgord, Maison 24, et j'en passe, j'en oublie. Nous, on inaugurera notre pâté paysan, notre pâté de la Conf, c'est une cuvée pâté en soutien à la Confédération paysanne qu'on pourra retrouver sur notre stand. Voilà, entre autres choses, des jeux en bois pour accueillir avec enthousiasme les enfants, même si on voit aussi beaucoup d'adultes qui jouent aux jeux en bois sur les événements, donc c'est pas que pour les enfants. Et sur le marché paysan, il sera aussi possible de grignoter des petites choses, puisqu'il y aura de la dégustation sur le pouce. 15h30, la table ronde pendant environ 1h30, donc avec différents intervenants, et on invite le public bien sûr à y participer puisqu'il y aura un temps d'échange à l'issue de la table ronde. Il y aura un intervenant donc de Terre de Liens qui va raconter son expérience de terrain et des regards croisés de paysans-paysannes. Il y aura une chercheuse, alors c'est agriculture et immigration, son travail de thèse. L'important aussi, on a laissé beaucoup de temps. C'était important pour nous, on a laissé beaucoup de temps d'échange. François Soulard, porte-parole de la Confédération paysanne et élu minoritaire à la Chambre d'agriculture de Dordogne. C'est quand même un changement important dans les campagnes. Ça a toujours été... ça va toujours plus vite en ville qu'en campagne, les changements, et malgré... c'est comme ça. C'est peut-être un bien, je sais pas. Et donc du coup, c'est important aussi qu'il y ait beaucoup d'échanges avec les gens qui seront présents. De recueillir les avis de chacun et de pouvoir discuter. C'est des sujets où on peut très vite déborder vers des choses clivantes, quoi. Et pour nous, c'est important de débunker, alors je sais pas le mot français, mais de débunker ces a priori sur l'immigration, quoi. Et un bon moyen de débunker, c'est de discuter, quoi. Donc on a prévu beaucoup de temps d'échange. Oui, à ceci-là, je voulais juste préciser. Jean-Luc Rambert, administrateur de la Maison des paysans et membre des Amis de la Confédération paysanne. La Confédération paysanne est peut-être le 3e syndicat français, mais il adhère à Via Campesina, qui est le plus grand syndicat mondial, qui rassemble tous les paysans du monde entier. Et au niveau syndical, Via Campesina est le plus grand syndicat au niveau mondial. Donc c'est une solidarité internationale de tous les pays, tous les peuples, et on tient beaucoup à ça. Il n'adhère pas à la Copa-Cogeca, alors européenne ? Non. Un syndicat européen d'exploitants de machines agricoles aussi. C'est donc le 3e syndicat français, qui représente un quart des paysans en Dordogne. Syndicat plutôt progressiste dans ses idées, qui bien souvent apporte un œil neuf, une autre vision des choses sur le milieu agricole, l'avenir de l'agriculture, et souvent qui s'inscrit dans les multiples facettes de l'agriculture qui sont aussi le milieu rural, l'intégration des populations dans nos campagnes, et on verra dans la suite de cette présentation que c'est assez important. Alors moi je représente 100 pour 1 Périgord, et nous on est la petite asso, on n'est pas un grand syndicat. Brigitte Buchanam, membre de la collégiale 100 pour 1 Périgord. Une petite asso périgourdine avec un grand cœur pour qu'aucun enfant ne dorme à la rue en 2026. L'histoire de 100 pour 1 Périgord, c'est d'abord l'histoire de 3 femmes qui ont décidé d'agir en 2018. Quand elles ont appris qu'une famille qui avait
2 enfants âgés d'1 an et 4 ans étaient mis à la porte, à la rue, à Périgueux, un mois après avoir été déboutés du droit d'asile. Alors dans l'urgence, un hébergement temporaire s'est organisé, 15 jours ici, une semaine là, 3 jours ailleurs, des déménagements incessants avec leur cortège de stress et d'angoisse. En France, à ce moment-là, il y avait déjà d'autres associations qui s'appelaient 100 pour un quelque chose, fonctionnant sur un principe simple de solidarité à portée de tous. Si 100 personnes donnent chacune 5 € par mois, on peut loger une famille. Et du coup, l'idée a germé d'en créer une aussi en Dordogne, et c'est pourquoi on s'appelle 100 pour un Périgord. L'association 100 pour un Périgord est née officiellement le 17 septembre 2018. Notre action, c'est d'abord une devise, solidarité et fraternité. 2 grands principes. Premièrement, un accueil inconditionnel et gratuit des familles qui ont de jeunes enfants et qui se retrouveraient à la rue sinon. Les accueillir quelle que soit leur origine, leur statut et les accompagner vers l'autonomie et l'intégration. Deuxième principe, un conseil collégial qui agit en lien avec différents comités de soutien et les autres associations de solidarité de Dordogne. On est inséré dans le tissu plutôt sur Périgueux. Une devise, 2 grands principes, 3 missions. Nos 3 missions principales, c'est d'abord l'hébergement, bien sûr. Trouver un toit pour des familles avec de jeunes enfants, puisqu'on ne peut pas aider tout le monde. Et récolter des fonds pour en payer les loyers et les charges. Et ça nous prend du temps. Et ça nous demande de l'énergie. Deuxième mission, assurer un accompagnement administratif et juridique. D'abord des familles hébergées, mais aussi de toute personne qui s'adresse à notre association lors des permanences hebdomadaires du mardi matin qui se passent ici même et qui reprendront le 8 septembre. Et puis la 3e mission, informer les habitants de Dordogne sur ces thématiques. Nos moyens d'action, avant tout, nous nous appuyons sur le soutien financier et moral de nos adhérents et sympathisants, sans qui nous ne pourrions loger aucune famille. Notre budget, en fait, il s'appuie. Nous avons 2 subventions, celle du département et celle de la ville de Périgueux, mais il s'appuie essentiellement sur les dons mensuels et ponctuels des Périgordins généreux, qui prennent sur leurs revenus pour donner 5, 10, 15, 20, 30 € par mois. Nous sommes aussi aidés par des comités de soutien, c'est quelquefois autour de l'école, c'est quelquefois des amis, des voisins proches, de certaines familles qui prennent leur part de l'accompagnement. Et ça, c'est bien pour nous. 100 pour un Périgord a logé et accompagné en 2019 2 familles. 7 familles en 2020, 12 familles en 2022, 15 familles en 2024 et là on en est à 14 familles en 2025-2026. Ces familles viennent d'un peu partout, du Sri Lanka et d'Angola, de RDC, du Maroc, de Colombie et de Géorgie, d'Albanie et d'Algérie, de Mongolie et du Pakistan. On n'a pas d'ordre d'accueil, on a toujours des demandes en attente et on essaye de faire selon les besoins les plus urgents, l'âge des enfants, la structure de la famille. Si c'est une femme seule par exemple, on va essayer plutôt de la mettre à l'abri elle. Voilà, ça devient de plus en plus difficile de toute façon parce qu'en 2026 en France, nous faisons le triste constat que plus de 2100 enfants dorment à la rue. Ça, ce sont les chiffres de fin août 2025 et on ne va pas tarder à avoir ceux de 2026, ceux qui sont établis par l'UNICEF et la Fédération des acteurs de la solidarité. Le triste constat aussi que l'État français n'assure plus ses obligations d'hébergement d'urgence, auquel il est obligé par l'article L345-22. Toute personne sans abri, en situation de détresse médicale, sociale ou psychique, a droit à un hébergement d'urgence. Et puis enfin, une bonne partie du monde politique, pour grappiller quelques voix, énonce des contre-vérités sur l'immigration et la désigne comme la source de tous les maux de notre pays. Mais ils n'ont encore rien trouvé pour les désigner comme coupables du dérèglement climatique, de la sécheresse et des incendies de cet été. C'est la haine et la peur de l'autre qu'ils font monter plutôt que la fraternité, pilier de notre République. La France oublie qu'elle a été façonnée par des immigrations successives et elle ferme ses frontières alors qu'elle a besoin d'hommes et de femmes dans tellement de métiers, qu'ils soient en tension ou pas. Les lois et les diverses circulaires restreignent toujours l'accueil de l'étranger et l'accès à un titre de séjour est de plus en plus verrouillé et il dépend presque uniquement du bon vouloir de nos préfets. C'est pourquoi la Dordogne a plus que jamais besoin d'entendre le message de solidarité et de fraternité
que nous voulons faire entendre aujourd'hui, accompagnés par la Confédération paysanne, la Maison des paysans et les amis de la Conf. 100 pour 1 Périgord affirme que nous sommes tous citoyens du monde avec HK et que le vivre ensemble rend plus belle la vie. Alors moi je représente, je suis administrateur à la Maison des paysans, Jean-Luc, et je suis référent des amis de la Confédération paysanne. Bon, la Maison des paysans, c'est un peu le fer de lance de la Confédération paysanne qui s'occupe de la transmission et l'installation des futurs cédants et des futurs repreneurs dans l'agriculture. Donc on s'est donné le but de trouver 1 million d'agriculteurs en peu de temps pour relancer l'agriculture. Et les amis de la Conf, le déclic m'est venu à Sainte-Soline, quand j'étais à Sainte-Soline, et ça aurait pu être une fête non violente et fraternelle s'il n'y avait pas eu un certain ministre, Gérald Darmanin, qui avait décidé d'en faire une manifestation violente pour discréditer le mouvement. Et c'est là qu'on s'est dit, il faut faire les amis de la Conf en Dordogne, puisqu'on pense que seule la société civile peut sauver l'agriculture paysanne pour un respect des hommes et de la nature. C'est un immense chantier, mais il est joyeux, vital à tous les points de vue. Au point de vue santé, solidarité entre les peuples, respect de la biodiversité, respect de la nature et respect de la planète en fait. Et plutôt que le canon français, nous, on voudrait faire taire les canons sur toute la planète et pour le respect du monde des campagnes. Parce qu'on pense que par la campagne, on peut arriver à inverser la tendance. Pas par l'IA, mais par l'AP, l'agriculture paysanne. Voilà. Bien, alors Dominique Lecomte, donc pour la ferme bio du Duéla. Dominique Lecomte, paysan de la Confédération paysanne, maire de Saint-Martial d'Artancé et suppléant de l'ex-député Pascal Martin de la première circonscription. Donc la ferme qui va accueillir l'événement. Nous, ça va faire 32 ans bientôt que cette ferme fonctionne, donc en bio sur l'ensemble des productions, plutôt une ferme axée sur les céréales et cultures légumières et la transformation. On va du tournesol à l'huile, du blé au pain. Et dans l'histoire de cette ferme, il y a eu toujours beaucoup d'échanges, beaucoup d'ouverture. Que ce soit le travail sur les semences, notamment ce qu'on appelle les semences paysannes, et un travail qui a été fait en partenariat avec la Maison de la Semence, l'Agrobio Périgord, mais aussi avec l'ensemble des structures, et notamment avec certains pays d'Afrique, pour faire des échanges, ce qui était sur des échanges gratuits. Voilà, c'est ce qui était important, c'est sur la gratuité, pour avoir une biodiversité, ce qu'on a appelé la biodiversité cultivée. Donc cette ferme, elle s'est inscrite dans ce parcours-là, et évidemment, après ça ouvre. Ça nous a ouvert aussi à beaucoup d'interrogations, parce que se confronter à d'autres agricultures, à d'autres agriculteurs, à d'autres modes de production, et voir la prédation qu'il y a dans le milieu agricole, où que ce soit ici ou au fin fond du Mali. On voit que les intérêts, notamment tout ce qui est sur l'agro-industrie, sont hyper importants. Et qui détient la semence, détient l'alimentation. Donc quelque part, il y a une question aussi de démocratie derrière qui se posait. Donc ce qui nous a fait pas mal de rencontres, y compris avec des créateurs carrément aussi de variétés. Enfin bon, vraiment un milieu très très particulier, parce que dans cette idée derrière de retrouver une autonomie aussi agricole, une autonomie des peuples. Une autonomie, une indépendance. Donc nous, c'est vrai que quand il nous a été proposé d'accueillir HK, alors qu'on suit aussi souvent, ça a été pour la ferme quelque chose pour nous de très important, et qui s'inscrit vraiment dans notre mouvement, dans tout ce qu'on a fait. Aujourd'hui, sur cette ferme, on est 7, on a des maraîchers, on a des boulangers, on a essayé de créer une ferme active, une ferme avec du monde, et une ferme qui puisse être évidemment aussi transmissible le plus facilement possible, sachant que nous pensons, et c'est quelque chose que moi je partage en étant adhérent de la Conf depuis fort longtemps, que l'on puisse permettre que ces fermes-là soient inscrites dans le temps, dans la durée, et qu'elles nous dépassent, qu'on n'emporte pas. C'est pas une histoire de capital, c'est une histoire d'être en capacité de les laisser à d'autres. Et on essaie d'y travailler, et aujourd'hui c'est le cas aussi, puisque
on arrive à un moment de retournement de la ferme. On va préparer cette succession, puisqu'on approche petit à petit de la retraite, tranquillement, mais on va essayer de le préparer de façon à ce que ça puisse être possible. Autre chose aussi, c'est vrai qu'on s'est inscrit sur sur les programmes alimentaires, et notamment dans le cadre de Mieux manger pour tous, qui est de faire une alimentation de qualité accessible à tous, que ce soit des personnes avec peu de revenus, que ce soit des gens précaires, que ce soit des gens à la rue, que ce soit des gens qui que ce soit, que l'alimentation ne soit pas un tri non plus dans la société. Si t'es pauvre, tu manges mal, et si t'es riche, si t'as les moyens, tu manges bien. Ça, c'est pas dans notre esprit. Et donc, on s'était aussi rapproché, la Maison 24, on s'est rapproché de pas mal de structures dans le cadre de programmes aussi qui sont établis, y compris par des structures comme les syndicats du Pays d'Île-en-Périgord, comme des collectivités ont pu s'en emparer et essayer de le porter. Et on pense que l'agriculture a toute sa place dans ce type-là de programme et que c'est très très important pour la société et pour une société juste. Voilà un peu pour la ferme. Pour la santé, Madame la préfète, la santé est dans l'assiette. Oui. Parce qu'on a fait une manif devant la préfecture, là. On se rendait ça, Madame la préfète, la santé est dans l'assiette. Quand ils ont encerclé toutes les aides bio et tout, on a fait une manif avec AgroBio, et on dit ça, pour faire prendre conscience que nourriture et santé, c'est très lié, quoi. La malbouffe, ça crée des gens malades. Ah, bien sûr. Voilà. Alors, moi, je fais le début de l'histoire. Parce que 100 pour 1 Périgord est à l'origine de cette histoire, et ça a commencé avec une bouteille à la mer. Et j'ai envoyé un message sur Internet, sur le site d'HK, je ne connaissais pas, je n'avais pas de contact privilégié. Je vous lis juste 2-3 phrases de ce message. Bonjour à Cador et à toute son équipe, nous sommes une petite association de Périgueux et nous vous adressons un appel à l'aide. Nous avons pensé à vous parce que nous aimons ce que vous faites et surtout l'éthique et les valeurs que vous défendez avec générosité et talent. Fraternité et solidarité sont les 2 devises de 100 pour 1 en Périgord, et celle-ci s'adresse principalement aux familles déboutées du droit des îles qui se retrouvent à la rue. 2, 3, 1. À la fin, nous rêvons de vous faire venir sur Périgueux pour un concert ou un bal ou un repas fraternel ou autre formule à inventer. Nous avons la possibilité de bénéficier de la très grande salle de la filature de Lille le samedi 15 février, mais ça pourrait se faire à un autre moment, ailleurs ou en extérieur, si vous préférez. Qu'en pensez-vous ? Pourrions-nous en discuter ? Et ça, c'était fin septembre 2024. Donc c'était le début. Dès le mois d'octobre, Damien Luçon, qui fait partie de l'équipe de l'épicerie des poètes, qui gère tous les bals paysans, m'a appelé, m'a recontacté, m'a expliqué d'abord ce que c'est qu'un bal paysan, parce que je ne sais pas pour vous, mais moi je ne connaissais pas le concept. C'est un pari fou, c'est s'appuyer, ça c'est pas fou, c'est bien, sur les énergies locales pour faire vivre la culture pour tous, à des prix accessibles, on va en reparler. C'est en lien toujours avec une association et une ferme respectueuse de la terre et du vivant. C'est comme ça qu'on a atterri à la ferme du Duela. Et l'objectif, c'est créer du lien, du partage, chanter, danser ensemble, mais avec un pari financier qui est de faire ça à prix libre. Vous le voyez sur les affiches. On s'inscrit à l'avance, si possible, on prend ses places sur LOSO, mais c'est participation libre et solidaire. C'est-à-dire que personne ne doit être empêché d'aller sur cet événement parce qu'il a peu de moyens. Il peut donner 2 €. Le montant conseillé, c'est 10 €. Il faut savoir que l'épicerie des poètes, l'équipe d'HK, c'est eux qui prennent en charge tous les frais. Ils prennent en charge les 14 personnes, leur salaire, les charges sociales, le transport, tout ce qui fait la vie d'une entreprise. Et ils ne demandent rien à l'association signataire, c'est-à-dire 100 pour 1 Périgord. Et s'il y a des bénéfices, au-delà de cette charge qui leur est déjà énorme, ils sont partagés à 50-50. Donc c'est vraiment un pari fou, parce que s'ils sont en perte, eh bien, c'est pour eux. Voilà, c'est aussi une équipe généreuse, et c'est pour ça que c'est une fête pas comme les autres, et que c'est une fête solidaire. La première étape pour 100 pour 1, après ce coup de fil, ça a été du coup de trouver une ferme qui nous accueille pour cet événement. Et on voulait 2025 au début. Alors, nous, on est plutôt urbains. 100 pour 1 Périgord, les familles, elles sont plutôt logées sur Périgueux, parce que vous le savez, il faut
avoir accès à la distribution alimentaire et il faut aussi avoir accès à des cours de français langue étrangère. Du coup, on en avait à 2 autres endroits. Maintenant, ils sont pratiquement tous resserrés sur Périgueux et la région très très proche. Du coup, j'ai pris mon bâton de pèlerin et c'est la deuxième histoire de solidarité que je voudrais raconter parce que moi, je connaissais personne à la Confédération paysanne. Je n'avais pas de contact privilégié à part avec la ferme bio de mon village qui est Minsignac et qui est la ferme de la Dynamo à La Vessière. Donc j'ai commencé par là et je lui ai demandé est-ce que tu pourrais accueillir, est-ce que tu pourrais connaître une ferme qui pourrait accueillir. Et de fil en aiguille, elle m'a dit non, trop compliqué d'avoir un espace pour le parking. Elle m'a dit mais tu devrais t'adresser à. Je suis passée par Chancelade, la ferme de Chancelade, la ferme des Tistou et Antoine m'a dit, je ne le connaissais pas non plus, il m'a dit tu devrais t'adresser à la ferme bio du Duela. Et voilà, c'est comme ça que j'ai réussi à avoir au téléphone, après ça a dû prendre un mois et demi, Hélène Lecomte, donc la femme de Dominique, et de leur côté, ça a tout de suite été un grand oui. Et du coup, cette belle énergie qui était la leur a rencontré notre envie et le beau projet des bals paysans de l'équipe de HK et de l'épicerie des poètes. Voilà, le projet d'une fête pour un monde solidaire avec bals paysans d'HK était lancé. Non, mais je vais compléter parce qu'en fait, sur le réseau de la conf, on reçoit un mail en disant on doit faire il faut qu'on organise la fête, la fête paysanne. Est-ce qu'on a une ferme qui pourrait le faire? Et ça, c'est fait dans la semaine. Alors, on va laisser tout le monde après se décider et de voir ce qui est, mais ça pourrait être aussi l'occasion. Et en fait, dans chaque structure, ça a été OK. Oui, donc comme Dominique l'a expliqué, du coup, dans cette histoire, il y a déjà son implication personnelle au sein du syndicat depuis de nombreuses années. Je pense qu'on peut au moins le féliciter pour ça, déjà. Et ensuite, donc, il y a la Confédération paysanne qui, tous les ans, fait sa fête de l'agriculture paysanne. Et ça nous tient à cœur, annuellement, d'apporter, comme j'ai déjà dit, des thèmes forts qui mobilisent le monde agricole, mais qui mobilise aussi tous les acteurs ruraux, la population locale, tous les gens que l'on nourrit, tout simplement, et qui vivent dans nos campagnes. Ça nous intéressait souvent ces deux mondes. On a du mal à concilier une association humanitaire et puis à la population migrante. Et puis, qu'est-ce que vient faire l'agriculture là-dedans? En fait, on pourrait se poser la question. Et en fait, nous, c'était important de faire un focus sur l'agriculture parce que c'est quand même notre cœur syndical. Donc, on ne peut pas trop s'en éloigner non plus. Mais de dézoomer, parce qu'en fait, souvent, le discours des syndicats, justement, reste très focus sur leurs priorités et ce qui les concerne au jour le jour, leurs difficultés, qui ne sont pas moindres cette année. Je pense que tout le monde a pu le comprendre. Mais de dézoomer sur cette situation et d'aller élargir le spectre de la réflexion. Et quand on a réfléchi à la manière de dézoomer le spectre, justement, ce qui nous a plu, c'est qu'en fait, qu'est-ce que c'est la population migrante dans les campagnes? C'est souvent une population qui arrive dans des pays en guerre ou en difficulté ou en ce qu'on appelait, moi, quand j'étais jeune, les pays en voie de développement, chose qui ne veut plus rien dire, bien sûr, parce que moi, j'ai appris que la Chine était en voie de développement quand j'étais petit, et je ne suis pas très vieux, donc voilà. Réfugiés climatiques. Maintenant, tu as des réfugiés. Maintenant, voilà, donc il y a des réfugiés climatiques. En Chine, il n'y a pas de multinationales étrangères. Oui, il y a aussi un protectionnisme là-bas. Et puis c'est un pays communiste, tout le monde le sait. Donc voilà, et la manière de dézoomer aussi, c'était de dire mais quelle population nos campagnes vont devoir accueillir. Est-ce que cette population, c'est une population de la métropole? Donc Jean-Luc a parlé tout à l'heure d'1 million de personnes installées, qui devraient s'installer pour que le modèle agriculture paysanne se développe nationalement. On a un défi de renouvellement des générations. Et donc cette population migrante, c'est qui? Est-ce que c'est des personnes qui arrivent d'une vie dans une grande métropole et qui décident, on l'a vu beaucoup après le Covid,
d'habiter à la campagne et de profiter du cadre de vie? Est-ce que c'est une population qui arrive d'un autre milieu non issu du milieu agricole et qui décide de porter un projet dans l'agriculture? Est-ce que c'est des agriculteurs de pays voisins qui sont mis en dehors de chez eux? C'est ce qui se passe actuellement en Hollande, où l'État a décidé de manière un petit peu arbitraire de faire disparaître une bonne partie de ces agriculteurs, qu'on soit pour ou contre leur manière de travailler. Et donc, du coup, quel métissage notre milieu rural va avoir besoin d'accueillir et va avoir besoin d'accueillir et de nourrir. Et donc, du coup, quelle alimentation, quel cadre de vie, quel projet on peut donner à toute cette population qui va arriver dans nos campagnes, en Dordogne, mais ailleurs. Si vous avez une famille, par exemple, qui était issue du milieu agricole. Oui, bien sûr. On en a au moins 2 qui étaient ouvriers agricoles en Albanie et qui aimeraient bien pouvoir au moins aider et être actifs. Parce que c'est terrible quand on migre, quand on arrive dans un pays comme la France, de ne pas avoir le droit de travailler. C'est extrêmement difficile psychologiquement. Ce sont des hommes, ce sont des femmes avec plein d'énergie qui sont prêts à apporter au lieu où ils sont et on leur interdit de travailler. Et c'est vrai que la personne à laquelle je pense habite Périgueux. Elle est logée par nous sur Périgueux, mais son rêve, ce serait de pouvoir agir sur le rucher solidaire, puisqu'il s'occupait notamment d'abeilles à Borou, mais c'est très compliqué d'aller jusqu'en vélo, en vélo jusqu'à Borou. Mais voilà, oui, très très souvent. Et quand les migrants viennent d'Afrique, leur expérience est une expérience paysanne pour les 3/4. Et eux savent ce qu'il faut faire en cas de sécheresse. Donc ça peut être aussi un atout pour le monde paysan. C'est le souci de la maison des paysans, c'est de boucher un trou qui va s'agrandissant, puisque dans les 10 prochaines années, un paysan sur 2 doit partir à la retraite. Et on voit la relève, c'est pas uniquement les familles de paysans, puisque il y a beaucoup vu les conditions actuelles du monde paysan, il y a beaucoup même de parents. Enfin moi le premier, mes parents étaient paysans, moi j'ai été paysan, mais j'ai 3 enfants, il y en a aucun qui est paysan. Quand ils ont vu quand tirait le diable par la queue, à longueur d'année presque, ils ont fait des études et ils sont partis faire autre chose, parce qu'ils ont dit bosser comme ça, c'est pas une vie, quoi. Et on a beau avoir la fibre et aimer ça et tout, parce qu'on est dedans, qu'on a des parents qui étaient là-dedans, mais on voit bien dans la maison des paysans, des années comme ça, il y en a beaucoup qui vont jeter l'éponge. Et d'ailleurs, les chiffres d'un réseau sont parlants, parce qu'un tiers des porteurs de projets accompagnés par Terre de Liens sont d'origine étrangère. Et nous, à la Maison des Paysans, un tiers des gens qu'on installe sont issus du milieu non agricole. Donc c'est une réalité qu'il faut en avoir conscience, il faut accueillir ces gens-là, les former, les aider, et il faut arriver à baisser le prix du foncier. C'est pour ça qu'on se bat aussi sur le problème du photovoltaïque qui fait monter le prix des terres et qui attire des gens non agriculteurs qui achètent des terres pour faire fortune. Donc on a beaucoup de chantiers sur la table, et on ne baisse pas les bras, parce qu'on pense que la solution elle est là, quoi. De relancer l'agriculture, et de relancer l'agriculture paysanne, ça peut sauver la planète entière. Voilà. Donc on est complètement associé à ce combat. Oui, je tiens à m'excuser, je suis un mauvais élève parce que je n'ai pas donné l'intitulé. Merci Brigitte. Je n'ai pas donné l'intitulé de la table ronde, donc je vais vous le donner. Voilà. Accueillir pour nourrir les territoires face aux défis du renouvellement agricole et du repeuplement des campagnes. Quelle politique et quelle solidarité pour favoriser l'installation de nouvelles populations, qu'elles soient étrangères ou NIMA, non issues du monde agricole. Et donc ce qu'on peut dire, donc parler de ce thème, donc on aura Terre de Liens là, qui va apporter son expérience en termes d'installation, d'acquisition de foncier et de redistribution de ce foncier aux porteurs de projets. Donc voilà, ça permettra de mettre en lumière différentes personnes qui ont connu ce parcours et qui sont non issus de notre pays ou du milieu agricole. Ça rejoint ce qui a été mis en place nous sur la ferme, mais on a et qui ont été installés avec d'ailleurs aussi en partie avec la Maison des Paysans, mais sans passer par d'autres structures comme Terre de Liens. Mais nous on a un couple de maraîchers non issus du milieu agricole
qui, par contre, avaient une expérience en tant qu'ouvriers dans des fermes maraîchères, qui, quand ils ont voulu s'installer, n'ont pas trouvé de foncier, quoi. Tout simplement, pas trouvé de foncier, notamment un foncier avec l'accès à l'eau. Et ce que nous on a fait, on est en partie propriétaire, on a loué une partie de la ferme, donc à ces jeunes qui sont installés en GAEC et qui du coup sont beaucoup plus jeunes que nous. Et ça leur a permis de s'installer assez facilement. On avait des quotas d'eau supplémentaires qu'on n'utilise pas, donc on leur a laissé, ce qui fait qu'au bout de 6 mois, ils ont démarré une production très très rapidement. Et avec une pérennité sur le foncier. Ça reste de la location, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui pourra continuer au-delà de nous et au-delà d'eux. Mais c'est d'arriver à un moment sur des fermes un peu importantes, de dire qu'on peut aussi partager le foncier, on peut partager les moyens de production. Voilà, nous on a une ferme qui avait baissé en consommation d'eau depuis 30 ans. On consomme beaucoup moins d'eau aujourd'hui qu'on en consommait avant, donc on a la chance d'être sur le bord de la rivière, donc ce sont des prélèvements en rivière. Ça leur a permis eux d'en bénéficier, et je pense que c'est aussi une forme de solidarité, et en plus ça crée une dynamique sur la ferme aussi, enfin une dynamique du territoire sur la ferme qui est très très intéressante. Voilà, mais c'est vrai que c'est un peu dans l'accompagnement, dans la suite de ce qui vient d'être dit. C'est l'aspect concret là. Oui, et puis je pense que ça nous tenait à cœur aussi. Enfin, ce que fait 100 pour 1, c'est formidable, mais je veux dire, c'est quelque chose qui n'existait pas avant. Mais l'histoire des migrations en agriculture, en fait, c'est immuable, quoi, en fait. Ouais. Et c'est ce qu'il faudrait rappeler. C'est pas un truc nouveau en Dordogne, mais partout. Enfin, alors, autrefois, les migrations, elles se faisaient plus de région à région dans le même pays, mais en fait, c'est quelque chose qui a toujours existé. On peut parler aussi des ouvriers agricoles, parce qu'en fait, on est la Confédération paysanne aussi. On est un syndicat de travailleurs agricoles aussi, et on a bien connu en Dordogne les vagues de migration italiennes, portugaises qui sont venues gentiment ramasser les fraises, voilà. Et donc tout ça, enfin moi mes grands-parents sont des Vendéens arrivés en 56 en Charente comme un cheveu sur la soupe. Voilà, et tout ça, c'est l'histoire de notre pays. Donc on a la chance d'avoir une chercheuse qui participera à la table ronde et qui nous fera peut-être un retour historique aussi de tout ça. Et je pense que c'est vrai que c'est toujours bien pour savoir où on va, de savoir d'où on vient, quoi. Je vais mettre des extraits de ce qu'on disait des Italiens à l'époque. Très bien. Oh oui, je l'ai. Ils parlent fort, on entend leur musique. Mais il y en a beaucoup trop. Ah. Ils prennent davantage que nous, on la paye. Ces messieurs-là, n'est-ce pas, parce qu'ils viennent d'étrangers, sont payés. Et vous pas? Et nous, on est moins payés qu'eux, puis c'est tout. Ce sont des feignants, des incapables et des feignants. Les sentiments qu'on n'est plus chez soi. Ils chantent et on ne peut pas leur dire d'arrêter. Et ça vous dérange personnellement? Ça nous dérange, c'est sûr, parce qu'ils nous pointent de haut. Alors on fait une remarque, ils nous pointent de haut. N'ont absolument pas la même mentalité que nous. Et ils feront absolument la masse. C'est eux qui nous commanderont et non pas nous qui les commanderons sous. Eh bien moi, oui. Moi, je suis fermement contre. J'ai dit, ils peuvent tous partir. François Soulard, en tant que porte-parole, la Confédération paysanne a gagné une chambre d'agriculture. Et c'est en Ardèche. Comment ça se passe là-bas? Est-ce que le mode associatif que vous conservez partout en France est enfin récompensé? Alors l'engagement associatif, oui, j'espère. Alors je doute pas que la Confédération paysanne de l'Ardèche se débrouille beaucoup mieux pour gérer une chambre d'agriculture. Enfin, une chambre d'agriculture, ça fait pas tout. Ils sont aussi dépendants que nous des lois nationales, des directives européennes et de tout ce qui structure l'État. Mais ne serait-ce que d'un point de vue de la vision politique et de la façon d'appréhender les choses, je ne doute pas que ça se passe beaucoup mieux chez eux que chez nous. Dominique Lecomte, comme vous avez une image en tant qu'ancien suppléant LFI-NUPES de Pascal Martin, est-ce que vous pouvez nous dire, pour les gens qui sont de Saint-Martial, qui vous connaissent, peut-être se pose-t-il la question si vous êtes resté à LFI ou si vous avez rejoint l'après des personnes qui ont créé un parti avant les élections européennes et puis qui étaient les figures les plus médiatiques. Et puis vous pourrez nous dire aussi peut-être l'ambiance médiatique avec des médias traditionnels qui s'acharnent aussi sur des programmes de rupture où le monde agricole a besoin.
Intéressant. Non, alors effectivement, moi je suis resté à un moment dans une idée qui était intéressante avec le travail et de la NUPES et après ça du NFP. C'est un travail. On pouvait y aspirer, on pensait que ça pouvait créer une dynamique. C'est-à-dire que ça va être compliqué. Donc on verra un peu comment la suite va s'opérer, notamment pour les présidentielles. Après, moi j'assume, j'ai toujours été, avant d'être élu, j'ai été un militant syndical, j'ai été président de l'association régionale des bio pendant quelques années, participé à d'autres élections. Voilà, pour moi, ça fait partie. L'engagement politique, associatif, syndical, il fait partie d'un temps nécessaire, d'un temps réservé qu'on doit avoir. Je pense, ça c'est une façon de concevoir que quand on vient au monde, quand on se développe en tant que personne adulte, il est important de consacrer une partie de son temps personnel à un travail plus collectif, à un travail qui nous dépasse, à quelque chose qui est d'une autre dimension que de son petit confort personnel. Parce qu'il faut être très clair, c'est que s'engager dans le collectif, comme en politique, c'est très inconfortable. Et de dire oui, mais pour pouvoir s'engager, il faut être bien individuellement. Mais non, quand on s'engage, on sait qu'on va être mis à mal individuellement, parce qu'on est remis en question, parce que il y a des confrontations d'idées, etc. Et ça, c'est super important. C'est ce qui nous fait évoluer. C'est pour ça que j'ai toujours, dans l'ensemble de ma carrière, mis une partie de ce temps avec les autres dans des choses qui ne me concernaient pas forcément directement. C'est sûr que c'est impliqué, quand on joue au tennis, on s'implique dans un club de tennis, ça semble un peu logique. Mais quand on est comme ça, agriculteur, s'impliquer dans des choses qui ne vont pas avoir une retombée directe, là, ça nous met en difficulté. Et c'est ça qui est intéressant. Si on veut progresser, il faut être en difficulté. On progresse difficilement dans l'entre-soi et dans le confort. Donc le combat politique, de toute manière, lui, on va le continuer. Effectivement, ça va rentrer aussi dans une phase un peu tendue pour nous, puisqu'à les premières élections, ça va être les sénatoriales qui auront lieu le 27 septembre et qui là sont pour les grands électeurs, que moi je continue à faire y compris sur nos actions, un combat aussi contre les idées de l'extrême droite qui arrivent, qu'on voit un peu partout, qui sont assez distillées, mais d'ailleurs j'ai apprécié fortement le comportement d'une conseillère municipale de Périgueux qui s'est retournée lors du moment de pot de gerbe, la députée RN. Ça, on a besoin aussi de politique. Parce que le Front National a été cofondé par Léon Galtier, d'ancien aussi Waffen-SS. Complètement. Dans l'histoire, c'est... voir une députée RN mettre une gerbe pour honorer la résistance, c'est comme si vous voyez un œuf pondre une poule. C'est complètement délirant. Ça n'a aucun sens. Et je pense, et l'accepter, et que nous, parce que sous prétexte que, oui, ils sont élus, oui, il y a leurs idées qui se développent, parce qu'il y a un tel mot, il y a aussi un tel engagement derrière, ou que ce soit sur les médias, et puis de connivence avec le capital, qui fait que de toute manière, ces idées-là, elles se distillent. Mais ça ne suffit pas, pour moi, à les justifier. Donc, je pense, et c'est important que des élus, même si nous, on nous dit, vous êtes, effectivement, et même moi, en tant que maire, on travaille pour tout le monde. Ça, c'est pas le problème. Mais derrière, sur les idées, effectivement, il ne faut pas qu'on bouge non plus. Parce que sinon, on accepte tout. Et la résignation, ça n'a jamais fait avancer la société. Jamais. Et ce moment-là, ce moment de fête paysanne pour un monde solidaire, et ça sera un super beau moment, et ça sera un moment d'idées partagées, et j'espère qu'on aura quand même aussi un peu de confrontation verbale, de confrontation d'idées, bien sûr, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on progresse. Voilà. Sur le programme de rupture, sur les traités de libre-échange ? Mais les traités de libre-échange, moi j'ai fait Cancun en 99. Cancun, au même moment où il y avait le forum de l'OMC à Cancun, au Mexique. Donc les traités de libre-échange, s'il y a bien un syndicat qui s'y est attaqué depuis le début, c'est bien la Confédération paysanne. Alors les autres qui viennent de les découvrir en se disant « Ah mais non, c'est pas bien », ça fait juste 40 ans que de toute manière, ils les soutiennent. Alors là, soudainement, ils ont eu une idée, ils ont eu de la lumière, ils ont eu la lumière quelque part, ils se sont dit « Ah mais non, c'est pas bon ». Mais c'est pas bon d'aujourd'hui, ça n'a jamais été bon. Sauf qu'avant, on était les seuls à aller se battre contre ces traités de libre-échange. Donc ils ont belle mythe maintenant de faire semblant, parce que jusqu'à maintenant, l'agriculture pensait qu'ils allaient pouvoir en tirer profit.
Mais maintenant, ils s'aperçoivent que même sur les grosses structures, ça marche pas, ils n'y arrivent pas. C'est là où ils se disent c'est pas bon. Bon, voilà, à un moment, le combat, fallait les mener à l'origine. Merci à tous les quatre. Merci. Et voilà pour la fin de cette conférence de presse au sujet de la fête paysanne avec HK qui jouera le 5 septembre et on écoute sa musique qui s'appelle « Sans haine, sans armes et sans violence » et ça parle du prix du pétrole qui touche beaucoup le monde paysan. En France, on importe 99% du pétrole. La géopolitique est un point important des programmes politiques. Sans haine, sans armes et sans violence, de résistance en désobéissance. C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens depuis que nos rêves sont indexés sur le prix de l'essence. C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens depuis que nos rêves sont indexés sur le prix de l'essence. La fronde commence sur cette place, ces casques lourds qui nous font face. Nous les défions, folie ou inconscience, sans haine, sans armes, sans violence. Nous sommes d'une espèce non protégée, notre obsolescence est programmée. Nous devons disparaître de leurs étals avant liquidation totale. Nous devons disparaître de leurs étals avant liquidation totale. Sans haine, sans armes et sans violence, de résistance en désobéissance. C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens depuis que nos rêves sont indexés sur le prix de l'essence. C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens depuis que nos rêves sont indexés sur le prix de l'essence. Sans aucune condition de ressources, ils voudraient que l'on parte au pas de course, acheter des biens de grande consommation au premier tir de sommation. Que nous leur portions cette marchandise, objet de toute leur convoitise, leur précieux, leur cœur de cible, du temps de cerveau disponible. Oh qu'ils chérissent tant ce cœur de cible, ce temps de cerveau disponible. Sans haine, sans armes et sans violence, de résistance en désobéissance. C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens depuis que nos rêves sont indexés sur le prix de l'essence. C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens depuis que nos rêves sont indexés sur le prix de l'essence. Sans haine, sans armes, sans violence. Sans haine, sans armes, sans violence. Prédicateur de la sainte finance, toxicomane, accro à la croissance, nous sommes de ceux qui vous désobéissent. La plèbe blasphématrice, jetez-nous l'opprobre, jetez-nous la pierre. Vos grenades suffiraient-elles à nous faire taire? Croyez-vous que nos combats soient périssables, nos engagements jetables? Croyez-vous que nos combats soient périssables, nos engagements jetables? Sans haine, sans armes et sans violence, de résistance en désobéissance. C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens depuis que nos rêves sont indexés sur le prix de l'essence. C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens depuis que nos rêves sont indexés sur le prix de l'essence. Sans haine, sans armes,